En fait, il existe une cellule qui s'appelle Wikizedia, qui se surnomme elle-même Wikizedia, et qui essaie de zémouriser le maximum de contenu sur Wikipédia. Et par exemple, à un moment donné, il y a un de ces militants qui essaie de relativiser l'implication du maréchal Pétain et de Pierre Laval dans la Shoah. C'est important parce qu'en fait, sur Wikipédia, la page la plus vue en 2021, c'est celle d'Éric Zemmour. Et il est probable qu'en 2022, ce soit d'autant plus vu qu'on est en pleine campagne présidentielle. Et là, on me renvoie vers une tierce personne qui, par une messagerie sécurisée, Telegram, m'envoie des choses à suivre, des ordres qui sont d'infiltrer le maximum de groupes Facebook pour aller y poster du contenu en faveur d'Éric Zemmour. Ces groupes Facebook n'ont rien à voir avec la campagne, ça peut être les pêcheurs, ça peut être les fans du RC Lens, de l'Olympique Lyonnais, de Mylène Farmer, de Johnny Hallyday. C'est de donner l'illusion effectivement du nombre. Un des administrateurs de Wikipédia qui m'a aidé dans cette enquête, c'est qu'on essaie de faire passer des opinions minoritaires pour des opinions majoritaires. Et je pense que c'est un très bon résumé de cette situation. Les femmes, les militaires, les profs, les entrepreneurs, tous soutiennent Éric Zemmour. C'est du moins ce que montreraient des dizaines de milliers de publications sur le réseau social Twitter depuis la fin de 2021. Certains hashtags ont été tellement partagés qu'ils ont été affichés comme des tendances sur la page d'accueil de Twitter. Une page d'accueil consultée chaque mois par environ 16 millions de Français. À 10 reprises en octobre et novembre 2021, ces hashtags ont atteint le top 5 des tendances France de Twitter, réunissant chaque fois plusieurs dizaines de milliers de publications. Tout cela a pu donner l'impression d'un large mouvement de ralliement à Éric Zemmour, dont la candidature n'avait pas encore été officialisée, et cela lui a offert une importante visibilité en ligne. Notre analyse de centaines de milliers de tweets sur cette période révèle pourtant qu'il s'agit en grande partie d'une vaste campagne organisée, artificielle et qui a enfreint de nombreuses règles du réseau social. On prend un tout petit sujet et on essaie d'en faire l'ensemble. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Nous voici arrivés à la dernière partie de cette matinale. Je suis sur le plateau avec Vincent Bresson, auteur du livre « Au cœur du Z », dont le contenu est assez bien résumé en dessous du titre. Alors, je montre toujours le livre, je ne sais pas où est-ce que je dois le montrer. Dont le contenu est assez bien résumé en dessous du titre. Un journaliste a infiltré la campagne d'Éric Zemmour. Bonjour Vincent. Bonjour. Je voudrais commencer par dire que votre livre, je l'ai trouvé intéressant et que j'y ai appris des choses. Mais je ne peux pas ignorer en fait la polémique ou les polémiques qui ont accompagné la sortie de ce livre. Certains journalistes ont remis notamment en cause l'utilité d'une telle infiltration, car elle ne ferait que confirmer ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire en gros que les militants d'Éric Zemmour sont racistes. Déjà à la parution du livre Flic de Valentin Gendreau, toujours sorti aux éditions Goutte d'Or, on avait déjà entendu ce type de critique. Qu'est-ce que vous y répondez ? J'y réponds qu'effectivement, on savait déjà qu'il y avait des groupuscules, comme par exemple la famille Gallican, qui soutient Éric Zemmour et qui a tiré il y a une vidéo où on les voit tirer dans la forêt sur des caricatures antisémites, sur des caricatures racistes. Ce qu'on savait moins, c'est que la partie qui est censée être clean du parti zémourien, c'est-à-dire Génération Z, c'est-à-dire des proches d'Éric Zemmour, peuvent tenir des propos racistes. C'est ça que montre mon livre. Alors, votre livre est une sorte de plongée dans l'univers des jeunes militants pro-Zemmour surtout, même si on voit les figures centrales apparaître d'un moment à l'autre. Comme on peut s'en douter, le facteur unificateur, c'est quand même l'obsession identitaire, voire le racisme pur et dur. Vous avez recueilli quelques témoignages à ce sujet. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, justement, à propos du racisme quasi structurel de la Zemmourie ? Ce qui m'a marqué, c'est que c'est dès le premier collage où on m'a mis en face des propos racistes. Mon premier collage, il s'est passé au Gobelin, dans le 13e arrondissement de Paris. Et à un moment, un des militants avec qui je suis utilise le mot « nègre » pour parler de noir. Et ce qui est marquant, c'est que personne, dans les gens qui étaient avec moi pour faire le collage, ne semble étonné de ça. Et que c'est arrivé à de nombreuses reprises. J'ai fait un nouvel an, Génération Z, durant lequel j'ai vu deux militants chanter la main sur le cœur un chant de la Wehrmacht,
Et l'armée du Reich, du Troisième Reich. Et ça ne concerne pas que les militants. Je suis allé à un meeting, le meeting de Villepinte, le 5 décembre, avec Gilbert Payette. Gilbert Payette, c'est le mandataire financier de la campagne d'Éric Zemmour. Et dans la voiture, il y avait aussi Sophie Calvel, qui est secrétaire personnelle d'Éric Zemmour. Il y avait des gens qui étaient là pour nous diriger dans le parking, nous dire où aller, parce qu'on avait un macaron VIP. Une de ces personnes était noire. Et dans la voiture, ils l'ont appelé les deux Mamadou. Et donc ça, c'est arrivé plusieurs fois quand même. Alors, il y a une espèce de double discours sur l'assimilation chez les partisans d'Éric Zemmour que vous décrivez assez bien. Il y a le discours officiel sur l'assimilation, la nécessité d'une assimilation. Et puis finalement, on se rend compte qu'ils ne désirent pas vraiment cette assimilation et qu'ils veulent absolument tenir à distance certains groupes ethniques. Est-ce que c'est bien résumé ? Il y a peut-être un autre exemple qui vient, notre scène que j'ai vécue qui peut accréditer ça, c'est qu'à un moment, une de mes missions, c'est d'aller tracter les maires qui sont réunis à Porte de Versailles pour avoir les 500 signatures. Et on nous apporte des flyers en retard. La personne qui nous livre les flyers, c'est une personne noire. Et il y a un des militants qui dit « Ah, si seulement il savait ce qu'il transportait ». Sous-entendu probablement que s'il savait ce qu'il transportait, c'est-à-dire des tracts d'Éric Zemmour, il serait choqué par ça, parce que peut-être que le projet n'est pas seulement et simplement de faire de l'assimilation. Après, pour autant, il faut aussi nuancer dans le sens où il y a beaucoup de militants aussi que j'ai rencontrés qui croient sincèrement à l'assimilation et pour lesquels je n'ai jamais entendu de propos racistes. Mais vous étiez au QG de Génération Z quand les révélations de Street Press sur la présence de groupuscules néofascistes, comme on pourrait les appeler, comme la famille Gallican et les Zouaves sont sortis. Et vous décrivez finalement un bloc central de la Zemmourie, c'est-à-dire Génération Z, etc., comme choqué, mal à l'aise. C'est une question de nuance de brun ou de tactique de personnes qui, en gros, pensent qu'il faut procéder par dissimulation. Parce que finalement, quand on soulève le couvercle, ce sont les mêmes obsessions qui parcourent Génération Z et ces groupuscules qui vont plus loin dans la pratique, mais dans la pensée, dans l'impression qu'ils sont d'accord. J'ai rencontré deux types de militants. Il y en avait qui étaient choqués par ce genre de méthode, qui étaient choqués qu'il y ait eu une baston à Villepinte contre des militants des SOS Racisme. Et j'en ai rencontré que ça choquait vraiment pas et qui m'ont dit bah non, après tout, par exemple, si on prend le meeting de Villepinte, les militants n'avaient pas à être là, les militants des SOS Racisme, ils étaient là pour provoquer, ils ont eu que ce qu'ils méritaient quelque part. Donc pour le coup, tous les militants n'ont pas le même discours sur ce sujet-là. Mais quel est le discours finalement qui semble le plus proche du cœur nucléaire de cette campagne ? Je ne pourrais pas le dire, ce que j'ai vécu, c'est une expérience subjective et j'ai vraiment vu les deux camps autour de moi durant cette expérience. Un homme omniprésent dans votre livre, c'est Samuel Lafont, le responsable de la communication numérique d'Éric Zemmour. Pour lui, la bataille sur les plateformes est essentielle. À ce qu'on comprend, votre travail notamment, vous et d'autres personnes, de manipuler Wikipédia. Comment ça se passe ? En fait, il existe une cellule qui s'appelle Wikizedia, qui se surnomme elle-même Wikizedia, et qui essaie de zémouriser le maximum de contenu sur Wikipédia. C'est-à-dire de faire en sorte que le contenu sur Wikipédia soit le plus en faveur d'Éric Zemmour, sur les pages d'Éric Zemmour, sur Wikipédia, et celles qui peuvent graviter autour. Il y a par exemple Face à l'info, la page Reconquête. Et cette cellule, elle est fantôme, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être assumée publiquement, puisque elle contourne les règles de Wikipédia. Elle est effectivement patronnée directement par un proche d'Éric Zemmour, qui est Samuel Lafont, qui est le responsable numérique de la campagne d'Éric Zemmour. Et par exemple, à un moment donné, il y a un de ces militants qui essaie de relativiser l'implication du maréchal Pétain et de Pierre Laval dans la Shoah. C'est important parce qu'en fait, sur Wikipédia, la page la plus vue en 2021, c'est celle d'Éric Zemmour. Et il est probable qu'en 2022, ce soit d'autant plus vu qu'on est en pleine campagne présidentielle. Mais et c'est là que je parle justement de cœur nucléaire de la Zemmourie, parce que profiter justement d'une campagne électorale pour faire du révisionnisme, pour remettre en selle les idées de la collaboration, c'est quand même pas neutre, c'est quand même pas juste plus à droite que la droite. C'est franchement problématique, révisionniste, et ça remet en cause les traditions républicaines de la France après la chute qu'a constituée la collaboration, quand même. Oui, et en plus, ça ne se résume pas seulement à ça, c'est aussi, par exemple, des modifications plus subtiles.
sur la page du CSA, quand il est fait mention du fait que le CSA décide de décompter le temps de parole d'Éric Zemmour, parce qu'il était chroniqueur de Face à l'info. Sur CNews. Sur CNews, alors qu'il était en pré-campagne. Il y a un des militants qui met une citation de Christine Kelly, parce que Christine Kelly est ancienne membre du CSA. Elle dit que, en gros, cette décision va favoriser la majorité présidentielle. Ce qui n'est pas dit et qui est assez subtil, c'est qu'elle n'est pas seulement ex-membre du CSA, elle est aussi ex-collègue d'Éric Zemmour, et c'est aussi une proche d'Éric Zemmour. Donc la manipulation de la vérité se fait de plein de façons et de manière assez subtile parfois. Là, en fait, c'est finalement une manipulation de la vérité plus directement liée aux intérêts d'Éric Zemmour, mais pas une sorte de travail sur une sorte de reconquête culturelle qui consiste finalement à faire admettre aux Français des choses assez spéciales sur leur propre histoire. Alors, depuis la sortie de votre livre, il y a une sorte de mise en garde qui a été mise en avant sur la page Wikipédia d'Éric Zemmour. On a constaté ça. Oui, la communauté de Wikipédia a décidé de mettre en avant le fait que c'est probablement autobiographique et modifié par des militants, ce qui est d'ailleurs le cas puisque le premier contributeur de la page d'Éric Zemmour sur Wikipédia, c'est un des militants de la cellule Wikizedia, celle dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, et justement, Samuel Lafont semble finalement en concurrence, disons, dans la stratégie numérique avec des forces politiques comme la France Insoumise, qui semble être le modèle finalement en matière de présence numérique, mais qui n'a pas, en tout cas, on n'a pas encore entendu parler des méthodes finalement de subversion de Wikipédia, mais en tout cas, on a l'impression que c'est vraiment le modèle à dépasser. Il y a un moment, j'accède à une conférence de Samuel Lafont, qui est une conférence qui n'est pas censée être publique, qu'il donne juste aux militants Génération Z. Et effectivement, il cite à plusieurs reprises de manière assez satisfaisante, enfin on sent qu'il est satisfait. Il cite à plusieurs reprises l'exemple de la France Insoumise en expliquant qu'il y a 2-3 fois, ils les ont dépassés dans les hashtags et tout. On sent que du coup, que c'est vrai, effectivement, c'est un modèle et que lui, en tout cas, a le sentiment qu'il a dépassé ce modèle, que la stratégie numérique qu'il a mise en place est plus efficace. Et d'ailleurs, dans cette conférence, il prophétise une chose assez intéressante, c'est que pour lui, la fin de la campagne, elle va jouer sur 2 choses. 1, le réel, c'est-à-dire le porte-à-porte, et 2, le numérique sur Facebook. Et alors, moi, peut-être les médias, alors qu'on a l'impression que justement, il est favorisé par des médias d'info en continu comme CNews. Alors, il était aussi question d'infiltrer Facebook et d'autres réseaux sociaux. Par quels moyens? Comment ça s'est passé? Justement, lors de cette conférence, j'entends Samuel Lafont, le responsable numérique de la campagne d'Éric Zemmour, dire que la campagne va jouer sur Facebook. Donc je suis assez étonné. Et il explique qu'on peut contacter 2 personnes si on veut intégrer le pôle Facebook, ce que je fais. Et là, on me renvoie vers une tierce personne qui, par une messagerie sécurisée, Telegram, m'envoie des choses à suivre, des ordres qui sont d'infiltrer le maximum de groupes Facebook pour aller y poster du contenu en faveur d'Éric Zemmour. Ces groupes Facebook n'ont rien à voir avec la campagne. Ça peut être les pêcheurs, ça peut être les fans du RC Lens, de l'Olympique Lyonnais, de Mylène Farmer, de Johnny Hallyday. Et on y va dessus sans dire qu'on est militant et on nous incite à faire du copier-coller de plein de contenu qui est posté sur des messageries sécurisées, par exemple, de poser aussi des questions, parce que les questions, ça suscite de l'engagement. Par exemple, quel type de questions? Des questions ouvertes. Qu'est-ce que vous avez pensé, par exemple, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation d'Éric Zemmour hier sur France 2? Et parce qu'apparemment, ça suscite beaucoup, ça permet d'avoir beaucoup de visibilité, ce genre de choses sur le numérique. Et justement, en fait, en gros, quelque part, il s'agit de singer les organisations politiques populaires qui ont beaucoup de vrais militants qui, de leur propre chef, s'agitent sur les réseaux sociaux et finalement d'organiser ça de manière professionnelle, d'utiliser un petit nombre de personnes pour diffuser un plus grand nombre, un nombre maximum de messages, c'est ça? C'est de donner l'illusion, effectivement, du nombre. Ce que me disait un des administrateurs de Wikipédia qui m'a aidé dans cette enquête, c'est qu'on essaie de faire passer des opinions minoritaires pour des opinions majoritaires. Et je pense que c'est un très bon résumé de cette situation. Alors, pourquoi n'avoir pas mené l'infiltration plus longtemps, par exemple jusqu'après le premier tour? Est-ce que c'était par peur d'être dévoilé? Alors effectivement, il y a toujours une peur d'être dévoilé. C'est quelque chose qui
qui est assez obsédant. Ce que je me suis rendu compte finalement, c'est que c'était plus simple que j'aurais imaginé. À aucun moment, j'ai dû montrer ma carte d'identité. Mais c'est surtout qu'on avait des informations d'intérêt public et qu'on s'est dit que c'était le bon moment, à 2 mois de la campagne présidentielle, un peu moins même, de les donner au public et qu'ils puissent s'en emparer, que ça puisse être utile. Et est-ce que c'est utile? Est-ce que vous pensez par exemple que les plateformes vont regarder ça avec plus d'intérêt? Par exemple les manœuvres de manipulation numérique? En tout cas, si on prend l'exemple de Wikipédia qu'on a cité tout à l'heure, on a vu que sur Wikipédia, maintenant, il y avait une mise en garde sur la page d'Éric Zemmour. C'est aussi, pas seulement pour les plateformes, c'est aussi une manière de montrer aux gens l'importance qui est mise sur les réseaux sociaux, sur le numérique, parce que c'est souvent, je trouve, encore minimisé l'importance des réseaux sociaux dans une campagne présidentielle. Donc, si Samuel Lafont, qui est responsable numérique de la campagne d'Éric Zemmour, dit que ça va se jouer à la fois sur le porte-à-porte et sur Facebook, c'est que c'est pas anodin en fait ces stratégies-là. Et ça, c'était important pour nous à mes éditeurs de le donner aux lecteurs et de le faire savoir. Alors vous expliquez dans le livre, vous avez 27 ans, vous expliquez dans le livre que vous n'avez jamais voté. Est-ce que voir la campagne d'Éric Zemmour de près vous a donné envie de voter? Elle m'a pas donné envie de voter parce que c'est une raison un peu particulière. La raison pour laquelle je vote pas, elle est très subjective et naïve. C'est que, étant journaliste, j'ai l'impression que ça me donnerait une certaine forme d'engagement quand je traite tous ces sujets-là. Et j'essaie d'être le plus détaché possible. On n'y arrive pas, l'objectivité journalistique n'existe pas, mais j'ai l'impression que ça m'aide en tout cas un peu. Mais c'est très très personnel. Merci beaucoup Vincent. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, Vincent Bresson, Au cœur du Z, un journaliste a infiltré la campagne d'Éric Zemmour. Je mets là. Merci Vincent.